Chers téléspectateurs, bonjour. Chers concitoyens, bonjour. Chers frères et sœurs en humanité, bonjour. Vous en avez assez des discours classiques, vous en avez assez des gens qui viennent faire des promesses, présenter un programme et il ne se passe rien. Et vous sentez que le pouvoir est concentré à un seul et même endroit et qu'il mériterait aujourd'hui d'être partagé, discuté ensemble avec vous. Vous en êtes responsable, vous êtes là avec nous et vous pouvez intervenir sur ce plateau. On commence tout de suite dans l'Info Politique. Alors, nous avons deux invités. Monsieur Johan Cervantes, bonjour. Oui. Bonjour. Et monsieur Antoine Fontaine. Bonjour. 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 Cette démocratie, elle est mal à l'aise un peu aujourd'hui, elle est blessée. Qu'est-ce qui se passe avec ? Déjà, on peut se poser la question, c'est quoi la démocratie ? Allons-y. Est-ce qu'aujourd'hui, on vit dans une démocratie ? C'est une question qui mérite effectivement d'être posée. Comprendre le fonctionnement de notre système pour en voir les travers quelque part. Hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un point de vue personnel, je ne pense pas que nous soyons dans un régime démocratique. Alors moi je pense que c'est vrai que la démocratie aujourd'hui elle va mal, on est tous d'accord là-dessus. Ça se voit aussi au niveau des élections notamment. Après la démocratie c'est pas seulement participer à une élection, hein, c'est bien plus que ça. C'est être informé, c'est s'engager dans la vie publique. Et c'est vrai que depuis un certain temps on sent que les gens sont résignés. Il y a une grande résilience. Je pense que le lien de confiance, déjà, c'est le premier élément à rétablir. C'est un lien de confiance entre ceux qui sont, soi-disant, nos représentants et ceux qui sont représentés. Est-ce que les gens veulent encore être représentés ? Est-ce qu'ils ne se sentent pas tellement trahis qu'ils ne veulent plus de représentants, ils ne vont plus voter ? Ou ils vont voter par intérêt ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a aussi quand même une responsabilité individuelle de chaque personne. On vit tous dans cette société. Et il faut aussi pouvoir, chaque individu, assumer cette responsabilité dans la situation actuelle. Les élus en place aujourd'hui ont une grande responsabilité dans la situation, puisque on les a chargés de faire un travail au service de la collectivité, au service de la société. Et on se rend compte que le système, dans le temps, a été complètement dévoyé avec énormément de corruption. Mais il y a aussi, je dirais, la responsabilité de chaque individu dans son implication personnelle dans le fonctionnement de cette société. Donc c'est aussi une remise en question collective qu'il faudrait pouvoir faire aujourd'hui. On ne peut pas simplement rester sur les constats de se dire que tout va mal. On ne peut pas simplement rendre l'autre responsable de la situation sans jamais se poser la question de savoir si nous-mêmes, qu'est-ce que nous avons fait pour que les choses ne soient pas ainsi. C'est-à-dire qu'au départ, il y a une indignation de la population dont nous faisons partie. Hein. Nous avons ça aussi. Nous avons cette indignation, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Bien sûr. Et puis, à un moment donné, on a arrêté de combattre, de parler, de dire et de faire des choses. Et on s'est résigné. Pour définir cette résignation, c'est de dire il se passe des choses tristes dans le monde, ou à La Réunion, ou dans notre quartier, mais on n'y peut rien. C'est ça ? Oui, ouais, ce serait ça. Ouais. Quelque part, c'est ça. Ouais. Il y a des engagements, en fait. Peut-être aussi que les gens ne se sentent pas à leur place. Ils se disent que la politique, finalement, c'est une question d'expertise, de professionnel, alors que la politique, en fait, ça concerne bien l'ensemble des citoyens. Donc il y a tout un travail de réappropriation de l'espace public, mais également de réappropriation du système, comme le disait Antoine. Hein. C'est-à-dire de voir comment le système marche, là où on pourrait l'améliorer, et là où on devrait, ce qui n'est pas bon, être débarrassé, entre guillemets. Quoi. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? De toute façon, je pars du principe que dans la vie, tout est politique. Et que, en tout état de cause, on ne peut pas, comme ça, dire qu'on ne s'intéresse pas à la politique. L'eau qui coule dans notre robinet le matin, lorsqu'on se réveille et qu'on a soif, c'est de la politique. Mais aujourd'hui, il y a aussi un effort à faire, en fait. On est arrivé à un stade de la société où on a le sentiment que les choses se passent facilement comme ça. Je crois qu'il faut aussi inscrire une action dans le temps
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le système est fait de telle manière que, quelque part, la politique ne permet plus. Alors la question, est-ce qu'elle a permis à un moment donné? Mais bon, peut-être qu'on peut se le dire quand même, la politique aujourd'hui ne permet plus de répondre aux besoins des individus. Et finalement, c'est son seul rôle. Chaque individu, chaque être vivant sur cette planète, dans la nature, a des besoins. Et pourquoi il a des besoins? Parce que chaque individu recherche les conditions, les moyens de son existence. Et donc, l'homme est peut-être un animal, on va dire, un peu plus évolué que les autres, quoique des fois on peut s'interroger quand même sur son degré d'évolution. Hein. Quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, quand on voit tout ce qui se passe à La Réunion, il y a quand même des choses qui sont aberrantes. S'indigner, c'est bien. Au-delà de l'indignation, je dirais, il y a aussi l'action. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous, individus, nous faisons pour changer cette société, pour que demain, les générations qui arrivent aient des meilleures conditions de vie, aspirent davantage au bonheur, parce que au bout du compte, les uns et les autres, tout ce que nous recherchons, c'est le bonheur. Mais le bonheur s'enferme-t-il dans des choses matérielles, comme c'est le cas aujourd'hui? Je crois qu'il y a un besoin, une aspiration réelle à retrouver une forme de simplicité. Et en même temps, on ne sait pas trop comment il faut le faire. Et je dirais qu'il n'y a pas vraiment de méthode, en fait. C'est en faisant. Le proverbe dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. La politique, c'est un peu ça aussi. C'est comment, aujourd'hui, lorsque l'on voit des choses qui nous bouleversent, qui nous indignent, qu'est-ce que nous faisons pour changer ces choses-là? C'est-à-dire qu'il paraîtrait, il semblerait que dans notre société, il y ait 3 catégories de gens. La première, c'est celle qui regarde devant la télé le politique qui parle. La seconde, c'est celle qui va dire je vais faire campagne et changer les choses. Souvent, c'est une personne qui dit le monde va mal, mais il ira mieux si tu votes pour moi. Et enfin, tu as une troisième catégorie de gens, on va dire, qui, eux, ont une douleur en eux, quelque chose qu'ils ne peuvent plus supporter, et ils vont faire quelque chose. C'est-à-dire, ils disent je vois des détritus partout et j'ose pas, c'est peut-être pas mon métier, mais ils voient une association qui est en train de faire, ils vont y aller. Et puis ils vont commencer ensemble à ramasser les détritus et faire une action qui a un impact politique, mais qui est partie d'une prise de conscience d'un individu, de plusieurs personnes, créer un mouvement et de réaliser quelque chose qui a un résultat très concret. Et qui n'a eu pas d'autres intérêts que de mettre de l'ordre, de l'harmonie dans ce monde. Lequel qui est le plus efficace selon vous de ces 3 catégories? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ça? Moi, c'est une vision clé, peut-être que je me trompe, qu'est-ce que vous en pensez? Alors oui, je suis plutôt d'accord en fait. Moi j'aime bien la 3e catégorie. La 3e catégorie qui se passe dans l'action. C'est-à-dire effectivement on se dit finalement il y a une ligne jaune aussi, un ras-le-bol. À un moment donné on peut se dire aussi qu'on n'est pas d'accord avec les choses. On pourrait aussi rester là et dire on n'est pas d'accord mais on ne fait rien. Or, lorsque les individus s'engagent, s'investissent, c'est là qu'on est créateur en fait. C'est ça qui est intéressant. Lorsque l'on crée quelque chose. Et la politique, ce n'est pas seulement d'aller voter un dimanche, c'est pas seulement regarder seulement les débats, mais c'est aussi s'investir dans son quartier. Lorsqu'on est dans une famille, ça peut être aussi une institution politique, une association aussi. Parce qu'il y a la démocratie, il y a l'échange, il y a du débat. Et les citoyens, lorsqu'ils s'engagent dans leur quartier, lorsqu'ils s'engagent pour leurs proches, lorsqu'ils s'engagent sur une cause qui leur tient à cœur, c'est de la politique. C'est la politique au sens la plus noble. Néanmoins, vivant dans une institution, il faut faire les deux. C'est-à-dire, quelque part, il faut aussi se réapproprier les institutions, au risque de laisser ces dernières à des intérêts peut-être privés qui n'ont pas forcément la même vision que nous. Et en même temps, on est dans le concret. On est dans le concret lorsqu'on en agit maintenant. Donc moi je suis plutôt la 3e, même s'il faut garder un petit peu les institutions aussi, dans lesquelles il faut de toute façon organiser la société dans laquelle on vit. Antoine Fontaine? Je dirais qu'il faut un peu de tout pour faire un monde. Chaque individu est différent. Le plus important, je dirais que c'est pas forcément de porter un jugement de valeur sur les autres, parce que malgré tout le monde n'a pas les mêmes capacités, chacun n'a pas les mêmes envies. Néanmoins, on a tous un rôle à jouer. Après, c'est à chaque individu de savoir quel rôle il a envie de jouer dans cette société.
La politique, c'est assez simple, hein. Je vais peut-être me répéter, mais c'est vrai que c'est comment répondre aux besoins des gens, tout simplement. Et aujourd'hui, certains s'investissent un peu plus que d'autres, peut-être, mais on ne peut pas non plus rester dans une posture qui est celle uniquement du spectateur qui n'est pas content du scénario qui est en train de s'écrire sans lui. Parce qu'au bout du compte, si les choses sont ainsi, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu aussi beaucoup de renoncements. On a renoncé à beaucoup de choses. On nous a fait croire aussi à beaucoup de choses. La technologie, la modernisation de notre société a amené, au bout du compte, une régression en termes d'humanité dont on voit aujourd'hui les résultats. Quel que soit l'endroit de la planète. On voit bien qu'on est à une époque où il y a une mutation qui est en train de se passer et que cette mutation, soit on l'accompagne dans un sens qui est plus porteur d'espoir pour que chaque individu aujourd'hui sur cette planète, et on sait qu'on en a les moyens, puisse vivre dignement dans sa vie, pouvoir avoir les conditions d'une progression pour ceux qui ont envie, mais en tout cas de se dire que c'est essentiel aussi d'être dans le partage. Au bout du compte, nous sommes tous égaux par rapport à ces besoins physiologiques que nous avons, mais c'est de se dire qu'il y a suffisamment de richesse aujourd'hui pour que chacun puisse vivre dignement et que ce qui pose un souci probablement, c'est notre organisation, cette hiérarchie de la société dans laquelle un petit nombre aujourd'hui exploite le plus grand nombre pour en tirer le plus grand profit et un profit uniquement financier. Et c'est vrai qu'il y a une aspiration quand même malgré tout à ce retour à des choses simples. Maintenant, c'est de se dire, on les fait tout simplement. Et quand on les fait pas, on est responsable que ça ne se fasse pas, que les choses perdurent comme elles sont. Il y a une étude qui a été sorti là-dessus, qui montrait l'influence du pouvoir sur un individu. Il disait que lorsqu'un individu arrive au-delà d'un certain seuil de pouvoir ou de richesse, ça a influencé son comportement, qui était plus orienté vers la corruption, le mensonge, l'hypocrisie, etc. L'étude scientifique ayant déterminé ça, on pourrait en conclure qu'il faudrait éventuellement ne pas tout mettre comme pouvoir dans un même panier, tous les pouvoirs dans une seule personne, afin qu'elle n'ait pas tout ce poids qui la corrompt en elle, mais que pour que cela se passe, il faut que chacun prenne action, et que chacun se sente capable de ça, et que chacun se dise, il y a quelque chose qui est possible, sans se mettre sous la protection ou la promesse d'un individu. J'aurais une question à vous poser. Vous êtes des acteurs. On va pas le nier. Quel genre d'action est-ce que vous êtes en train de mener dans le monde? Qu'est-ce qui fait cette action? Qu'est-ce qui fait le déclic de cette action? Est-ce qu'il y a une action que vous menez dans le monde qui a un impact politique? Et qu'est-ce qui a fait ce déclic? On est des acteurs, pas au sens cinématographique, quand même. Il faut préciser. Quoique, parce que... On est des acteurs, des personnes qui sommes dans l'action, effectivement. Bien sûr. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné... Parce que si vous n'agissez pas, le film tourne selon celui qui a des intérêts personnels. Tout à fait. Et ça peut tourner au cauchemar, on le sait très bien. Mais l'être humain est... c'est dans sa nature d'agir. Oui, c'est clair. La plus petite cellule qui constitue notre corps humain, le flagelle bactérien, par exemple, qui est une mécanique incroyable de cette espèce de petit moteur comme ça qui tourne dans le corps humain. On ne sait pas pourquoi il tourne en fait, mais il tourne. Et c'est vrai que l'être humain est fait pour agir, être dans l'action. Parfois, on ne sait pas forcément si c'est toujours la bonne action. Je dirais que l'on fait, et c'est ce qui permet aussi il faut avoir du recul par rapport à ce qu'on fait pour pouvoir s'adapter justement et porter une appréciation. Mais nous sommes faits pour agir. Et on voit bien que quand les gens ne sont pas dans l'action, ils
sont aujourd'hui dans des formes de dépression. C'est pas des formes d'ailleurs, ils sont dans cet état de dépression dans lequel ils végètent et qui petit à petit amène à la disparition de leur corps, tout simplement. Ils meurent à petit feu. Et donc c'est peut-être le refus de ça finalement qui pousse un individu peut-être à un moment donné à se dire qu'il doit passer dans une action. Hein. Et tout un tas de choses peuvent... C'est-à-dire, je vais quand même pas me laisser mourir comme ça. C'est exactement ça. Je vais m'en sortir. C'est-à-dire, c'est pas mental, c'est son corps, sa nature même, qui lui dit agis. Fais quelque chose. Naturellement. Sors-toi de là. Naturellement, tout à fait. Active-toi, fais du sport. Va rencontrer les gens dans la rue. Engage-toi. C'est ça. Mais c'est ça, s'engager dans la vie. C'est clair. C'est s'engager dans la vie, c'est pas s'engager dans la politique, là. Tout à fait. Mais du coup, quand on s'engage dans la vie, on sort de devant la télé où on est en train de manger, prendre la pizza, et puis on va courir. Et puis en courant, on rencontre quelqu'un, on se fait des amis. Et puis on se rend compte qu'il y a un problème dans le quartier, on commence à faire quelque chose. Et puis on commence à s'entraider les uns et les autres. 100, 200, 500 personnes viennent s'unir autour de cette cause pour que, par exemple, ceux qui sont les plus pauvres aient accès à certains services qu'ils n'avaient pas. Et tout à coup, là, on peut demander des comptes. On peut demander l'aide, la représentation de cette chose, de ce sujet-là, de ce problème-là aux politiques. Ou alors, est-ce qu'on peut nous-mêmes décider de quelle part de budget irait dans cette action? Alors, on vient au cœur du sujet. C'est clair, il y a plusieurs éléments. Déjà, il faut définir, premier élément, comme disait Antoine tout à l'heure, le sens de l'action. Qu'est-ce qui nous anime en fait? On veut tous être heureux. Mais est-ce que le bonheur, forcément, est dans le bien matériel? Est-ce qu'il n'est pas dans le lien, comme on définit tout à l'heure? Lorsqu'on est avec les autres, lorsqu'on partage une même action, lorsqu'on crée du lien, lorsqu'on défend une cause juste, etc. Et aujourd'hui, c'est inversement-là en tout cas moi, sur l'engagement que j'ai en tant que citoyen, que j'essaie d'investir en disant finalement, ce qu'on a besoin, nous, c'est du lien. C'est du lien avec la politique, doit remettre de l'humain, en fait, dans ses décisions. Remettre de l'humain et doit remettre l'économie et la finance à son rôle, c'est-à-dire le serviteur des besoins humains et non pas l'inverse. Moi, un des déclics que j'ai eu, effectivement, j'étais un militant associatif. Peut-être que le chemin en général est lié, mais j'étais déjà très réservé. Je suis quelqu'un de très réservé. Moi, j'étais une scolarité assez banale et quelconque. Mais ce qui était le déclic en fait, c'est la situation finalement politique du pays. On se dit où la seule valeur qui prime de plus en plus aujourd'hui, c'est celle de l'argent. Donc à un moment donné, moi j'ai rompu cette timidité-là en disant il faut agir et redonner du sens à l'action, redonner de l'humain. Donc j'ai commencé un peu ce parcours-là milieu associatif avec une association de quartier, on a fait du culturel, on a fait du soutien scolaire, etc. Et naturellement après, effectivement, c'est venu vers le champ politique qui a été mon engagement déjà en 2014 et du coup prochainement en mars 2020. Mais, félicitations. Merci. Maintenant, voilà, le travail a commencé. On est avec les gens, les citoyens. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire, on en parlait hors caméra, mais vous avez une méthode particulière, vous ne dites pas aux gens, il y a un problème, si vous voulez le résoudre, votez pour moi. Vous ne dites pas ça, vous dites autre chose, vous. Oui, effectivement. Comment vous abordez la chose? Alors, moi, on va rencontrer les citoyens. Moi, ce qui est important pour moi, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. C'est très important d'avoir cet échange-là. On discute, on établit le dialogue et je dis aux citoyens, finalement, vous savez, moi, j'ai pas de solution clé en poche, on dirait clé en main. Donc, l'idée, c'est de dire comment on construit ça, comment on construit ce projet-là, comment vous ressentez, comment vous vivez ce territoire-là. Est-ce qu'il y a finalement d'autres voies à explorer? Et évidemment, il y a pas de promesse derrière cela. C'est mis à part le fait que chacun s'engage, que chacun apporte ses compétences. Au contraire, mon idée de dire, vous avez forcément une partie de la solution. Et que collectivement, on peut avoir cette solution commune. À partir du moment où chacun a envie d'apporter cette envie, cet enthousiasme, pour reprendre un peu l'expression. Et je pense que c'est une manière aussi de recréer du lien. On crée du lien avec les citoyens, on amène à réfléchir aussi. Et à un moment donné, on s'organise, ceux qui ont envie, et puis on continue à travailler sur le terrain. C'est-à-dire là, on est en face d'un citoyen qui ne pouvait plus supporter une situation, qui a agi dans une association, qui a vu que le politique ne répondait pas forcément, et qui s'est dit, nous citoyens, on va s'engager ensemble pour le faire. Et par lui-même, il a partagé le pouvoir,
et c'est vacciner un peu contre la corruption. Est-ce que ça peut fonctionner selon vous ? C'est faisable ? Sans doute que ça peut fonctionner. De toute façon, c'est dans l'expérimentation qu'on voit si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. À un moment donné, c'est sûr que on a des attentes par rapport aux élus. Et je dirais que à La Réunion, mais en général dans le monde, si on attend que nos élus fassent quelque chose pour répondre aux besoins des individus, je pense qu'on pourra attendre encore longtemps. On est à ce moment de mutation dont je parlais tout à l'heure où aujourd'hui, si nous avons des attentes, nous devons les satisfaire nous-mêmes, je dirais. J'ai milité pendant pas mal d'années sur la question du parc national, puisque dans la mise en place de ce parc national de La Réunion, où moi-même j'ai travaillé en tant que collaborateur du parc national sur les aspects juridiques, il y avait quelque chose qui dans le fonctionnement finalement ne me convenait pas tout à fait, et ce qui n'a pas empêché de pouvoir en discuter finalement avec les personnes, les responsables du parc national. C'est sûr qu'à un moment donné on se retrouve avec une confrontation où les projets, les ambitions, les objectifs au bout du compte ne sont pas les mêmes, et c'est de se dire que aujourd'hui la société, le système démocratique, si il ne permet pas, ou si en tout cas il laisse trop d'individus en dehors du système, c'est qu'il y a effectivement un problème. Ça c'est un constat qu'on pose. L'élection est un moyen bien sûr de faire bouger les choses, mais si on enferme la démocratie, la société uniquement à l'élection, on se rend compte de l'impasse dans laquelle on est aujourd'hui. Et on est peut-être à ce moment de mutation où les choses ne sont pas encore très claires sur l'avenir, mais toujours est-il qu'il faut avoir quand même malgré tout un objectif, je dirais, pour savoir dans quelle direction on doit aller. Et on est à ce moment-là dans l'histoire de l'humanité de cette mutation. On voit bien dans tout un tas de pays, en France déjà, avec le mouvement des Gilets jaunes qu'il y a eu depuis plus d'un an et qui continue, qui est en train de se transformer en quelque chose d'autre. On voit bien ce qui se passe en Europe, en Angleterre, en Espagne, en Amérique du Sud, dans tout un tas de pays. On est à ce moment où le peuple est en train de se réveiller et il est encore à la recherche d'un modèle, d'une organisation qui permettra finalement à ce que moins d'individus soient exploités. On a une planète, une nature qui est généreuse, sauf qu'à un moment donné, un certain nombre d'individus, un petit nombre d'individus décident de préempter ce qui appartient à tout le monde, décident de préempter ce qui est le bien commun. Et nous, aujourd'hui, nous avons cette responsabilité. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément dans la culture de La Réunion. La situation de La Réunion aujourd'hui, c'est 400 ans d'histoire. 400 ans d'histoire où on a eu l'esclavage, le colonialisme, la soumission, où on a contribuer à ce que les individus aient peur et que chaque parent transmette à leurs enfants cette peur pour les empêcher d'agir, pour continuer à les exploiter. Et à partir du moment où on a conscience de ça, on se dit comment on sort de ça. C'est en allant dans l'action à travers le parc national, même si j'ai été un opposant farouche de cet établissement, aujourd'hui je pense que chaque individu est attaché à la nature et à l'environnement dans lequel il vit, et bien évidemment qu'on a envie de le protéger puisque c'est cette nature qui nous offre les moyens de notre subsistance. Et donc aujourd'hui, chaque personne peut si elle en a la volonté, c'est aussi une question de volonté à un moment donné, être un acteur, peut-être un petit acteur, mais en tout cas de participer à construire des fondements pour la société de demain, pour que les générations qui arrivent puissent vivre dans de meilleures conditions et surtout vivre librement, pouvoir se déterminer et choisir librement en conscience ce qu'ils ont envie pour leur avenir. Quelle était l'action quelle est la chose qui vous a choqué, qui vous a donné le déclic vers une action nouvelle, et quelle était cette action ?
Mon job au Parc national, c'était de mettre en place finalement toute la réglementation par rapport aux différents usages qu'il pouvait y avoir dans le territoire du parc, qui quand même représente, j'arrondis, mais 80% de la superficie de l'île, ce qui est rapporté à la taille de notre île, ça fait un parc national qui est immense. Si on veut se donner une image, on imagine le territoire hexagonal couvert par 80% d'un parc national. Il reste pas grand-chose aux individus pour vivre. Rajouter là-dessus avec une vision uniquement environnementaliste, protectionniste de la nature, qui ne permet plus aux individus de pouvoir répondre à leurs besoins. Et c'est là où ça pose un problème, et c'est là où on voit bien aussi une espèce de mécanique qui se met en place dans l'histoire coloniale de la Réunion, où on renforce encore cette dépendance vis-à-vis de la satisfaction des besoins fondamentaux des individus par rapport à l'extérieur. Et donc, mon rôle, c'était de mettre en place toutes ces interdictions, puisque le parc national aujourd'hui, même si ça ne lui plaît pas quand je dis ça, mais c'est un grand principe d'interdiction, sauf avec l'autorisation du parc national. Et vous étiez le monsieur interdiction J'étais le monsieur interdiction. Alors vous interdisiez quoi? Racontez-nous. Alors je l'ai pas été très longtemps, puisque je suis rentré quand même dans une confrontation très. Parce qu'à un moment donné, vous en aviez marre d'interdire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une vision qu'on porte aussi. Je pense que l'interdiction, c'est une chose. La responsabilisation des individus, c'est certainement une autre approche. Et je pense même si elle s'inscrit dans le temps, je pense qu'elle est beaucoup plus efficace. À quoi ça ressemble l'interdiction et à quoi ça ressemble la responsabilisation dans le cadre l'interdiction, c'est de se dire qu'on n'a pas le droit de faire quelque chose. Oui. La responsabilisation, c'est là, dans le cadre de les parcs nationaux, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, par exemple? Beaucoup de choses. Quelques exemples. Ça serait, alors par exemple, la collecte d'un certain nombre de plantes est interdite dans le parc national. L'ambition, c'est aussi à un moment donné d'interdire un certain nombre de loisirs, puisqu'on part du principe que ces loisirs ont un impact sur l'environnement. Toutes les activités humaines ont un impact sur l'environnement. Maintenant, après, c'est de savoir comment on trouve un équilibre, finalement, entre les besoins des individus, les êtres humains, puisque nous sommes, l'homme, quand même, un petit élément de cette nature et de cet environnement. On n'est absolument pas au-dessus. Donc ça, c'est l'interdiction. L'interdiction. Il y a une punition si on le fait. Il y a une punition derrière si on le fait, bien sûr. Et la responsabilisation, ça ressemble à quoi? C'est ce que je viens de vous expliquer, en fait. C'est de comprendre, de donner aux personnes les moyens de comprendre pourquoi il est essentiel de préserver certaines ressources, parce que ces ressources sont indispensables à toute la collectivité. Il y a dans l'histoire de l'humanité, je dirais, puisqu'on parlait de démocratie à l'origine, la démocratie, elle a existé bien avant notre époque. Oui. Et je dirais de manière beaucoup plus élaborée que nous avons la prétention aujourd'hui, nous qui vivons au XXIe siècle, de croire. C'était au 5e siècle avant Jésus-Christ, à Athènes. Nous avions des institutions qui permettaient au peuple de discuter, se réunir à 5, 6, 8 000 personnes, tout à fait, causer ensemble, délibérer de ce qu'on va faire, juger les comportements fastes ou néfastes à la société. Et enfin, un type de discours très intéressant qu'on a de moins en moins aujourd'hui, qui est le discours de mise en commun des valeurs et de voir qu'est-ce qui nous unit. Et aujourd'hui, on le fait très peu. On le fait quand il y a de grandes crises. Mais on ne le fait pas entre nous au quotidien. C'est un discours qui mène à parler des héros de la nation, parler de quelqu'un qui est parti de rien, d'une personne comme tout le monde qui a eu un déclic. Et moi je dis la chose, que un héros n'est pas héros parce qu'un historien l'a écrit, c'est parce que nous, les gens, nous en avons parlé les uns aux autres. Nous avons parlé de l'histoire d'un tel, qui avait telle valeur, et qui incarnait ça dans sa vie, dans ses projets. Et aujourd'hui, ça on l'a délaissé, d'accord ? Et on a dit, la mère de famille n'a aucun mérite. On a mis tout le mérite sur celui qui a des intérêts politiques, qui a des intérêts entrepreneuriaux. Et c'est quelque part dommage. Parce que quand je vois
une mère de famille avec ses 4 enfants à aller les mettre à l'école, tu vois, elle a une vie tellement héroïque qui dépasse, où la vie des héros des films les meilleurs n'arrive pas à la cheville de cette femme. Mais on ne raconte pas ça. La vie de quelqu'un qui a vu un jour une ordure, commencer à créer un groupe, un mouvement, et les gens sont allés chercher ça ensemble et ils ont fait une œuvre. Ils ont commencé à planter des arbres. Sans l'aide de personne. Ils sont allés frapper aux portes des politiques et des institutions qui ne sont pas venus les aider. Et ils ont continué et ils persévèrent encore aujourd'hui, mais personne ne parle de leurs histoires. C'est vrai. Vous voyez ? Et ça, c'est une injustice que ce n'est pas le média qui fait par rapport aux gens. C'est les gens eux-mêmes. Il faut qu'ils viennent sur le plateau pour en parler. L'invitation est passée. Le message a été entendu. Téléspectateurs. Johan. Sur les compétences, je suis d'accord aussi. Le fait que les gens ne s'investissent pas, forcément, c'est parce qu'ils croient qu'ils n'ont pas les compétences. Mais c'est en faisant qu'on apprend, en expérimentant. Et alors, en général, en se trompant. Sachant qu'il n'y a même pas que les compétences. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire que c'est Aristote qui disait ça, dans la manière dont un individu peut être considéré en image. Il y a la compétence, il y a la vertu et la bienveillance, la sympathie. Dire la compétence, c'est une variable, sachant que la compétence n'est pas forcément nécessaire. On peut partir d'un domaine où on n'est pas compétent et le devenir. C'est vrai. Par exemple, moi, pour être honnête avec vous, j'y connaissais rien à la manière dont les tarifs sont faits dans les crèches. J'en avais rien à faire. J'avais pas d'enfant. Le jour où j'en ai eu un, qu'on l'a mis à la crèche dans une des villes de La Réunion et qu'on nous a dit, monsieur, il va falloir payer 2 mois au lieu d'1, là, je me suis intéressé au sujet. Il est devenu très compétent. Et on commence à chercher dans les lois, à faire les calculs. Et j'ai vu comment on me traitait. On me disait, mais monsieur, la machine nous a dit que c'est ça le tarif. J'ai dit, non, j'ai fait le calcul. Non, monsieur, vous n'avez pas les compétences comptables. Moi-même, je les ai pas. C'est fait plus haut que nous. J'ai dit, moi, j'ai été entrepreneur. J'ai eu 5 entreprises. Même si je l'avais pas, n'importe qui, même ma voisine, qui est ma mère au foyer, il arrive à voir ça, que c'est logique. C'est remonté à son supérieur, qu'il a remonté à son supérieur. Mais j'étais seul face à ça. Et n'importe qui se retrouve face à ça, qu'est-ce qu'il se dirait ? Il se dirait, j'abandonne. Mais qu'est-ce qu'il devrait faire selon vous ? Bon, il commence à acquérir la compétence. Il y va. Déjà, il en parle, et puis ensuite il continue. Il continue à fédérer, il continue à faire. Ouais. Et une fois que les gens voient que ça marche, ça peut créer aussi de l'enthousiasme aussi. On peut augmenter le mouvement et faire en sorte de fédérer, parce qu'il y a des gens aussi qui vont s'identifier par rapport à ce problème-là. Bien sûr. Donc ils vont s'identifier, ils vont dire si lui il a réussi, pourquoi pas. Donc il y aura du lien. Ouais. Et ensemble on devient plus fort. Forcément. Donc effectivement la compétence, on parlait de bienveillance tout à l'heure, c'est intéressant, parce qu'il y a un domaine dans lequel il n'y a pas de bienveillance, c'est bien la politique. Voilà, c'est un domaine ultra violent. D'ailleurs, c'est tellement vrai que les gens ne remettent pas en question ça. C'est-à-dire, on est tellement habitué à être dans cette ultra-violence-là qu'on se dit, mais c'est normal, en fait, que lorsqu'il y a quelqu'un qui est élu, il fasse plutôt pour ses amis, ses proches que d'autres. Et je pense que ça, il faut le déconstruire. Il faut le déconstruire. Non, c'est pas normal. La démocratie, c'est bien tolérer et respecter les idées différentes. Et la bienveillance, ça doit être le moteur de cette action-là. Parce qu'il n'y a pas de démocratie, s'il n'y a pas de tolérance, s'il n'y a pas de respect des autres, s'il n'y a pas d'écoute active, s'il n'y a pas de bienveillance. Donc c'est peut-être le premier élément plutôt que la compétence, effectivement. Donc on va commencer à travailler peut-être sur la bienveillance et ensuite rajouter des compétences qui de toute façon à un moment donné viendront. Bien sûr. C'est digne d'intérêt. Vous vouliez interagir là-dessus ? Oui, déjà sur votre propos par rapport aux crèches, il y a quelque chose d'important, je pense qu'il faut aussi... Moi, pour en finir avec ça, mais j'ai eu gain de cause, oui. Mais j'ai eu gain de cause que pour moi. Bien sûr. C'est-à-dire, c'est rentré au chef de service qui a dit « Ok, on va faire quelque chose et puis on va lui donner ça, on va lui réduire la facture. » On va créer une association. Alors. Et puis, comme ça, on en finit avec le sujet. Vous êtes laissé corrompre alors. Et je me suis laissé corrompre, mais je suis sincère. Et du coup, ça m'est resté sur le cœur. Tu sais pourquoi ? Parce que que va-t-il advenir
de toutes les autres personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin, à qui j'ai dit c'est possible. On m'a dit mais moi j'ai fait comme tout le monde, c'était pas possible. Et quand je leur dis pour moi ça a été possible, pour toi ça peut l'être aussi. Oui, c'est clair. Je me sens impuissant, je sais pas comment faire. Non, réellement. Je dirais que c'est une question que je pose. En tout cas, c'est une question que je me suis posée. Faut-il attendre d'être confronté à une situation pour confronté personnellement, j'entends, pour décider d'agir. On voit bien aujourd'hui, on reproche beaucoup à ceux qui s'engagent en politique de se dire que, ou à ceux qui s'engagent dans la défense de quelque chose, peut-être c'est à raison d'ailleurs, hein, de se dire que s'il fait ça, c'est qu'il y a un intérêt. Il a un intérêt quel qu'il soit, hein, d'ailleurs. Hein. Et donc c'est vrai que c'est quand même important, je dirais, d'être à l'écoute de son prochain. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous ne sommes pas concernés directement par une situation qu'il ne faut pas prêter attention à son voisin qui est en train, lui, de se débattre dans une situation donnée. Et je pense que c'est là aussi quelque chose qui devrait nous faire réfléchir pour sortir de cette société individualiste. C'est de se dire que lorsque son voisin, son ami, son frère, sa sœur est en train de se débattre là-bas dans son coin tout seul, il y a peut-être une raison, et que la raison qui fait qu'il est en train de se débattre, c'est peut-être aussi un motif ou quelque chose qui va à un moment donné nous arriver aussi. Et c'est de se dire de ne pas attendre peut-être que cette situation nous arrive, cet événement nous arrive pour commencer à agir. C'est-à-dire parce que une fois que son voisin s'est débattu tout seul et qu'il a été écrasé par ce rouleau compresseur, fatalement, je dirais, à un moment donné, le rouleau compresseur, il continue à avancer et que le prochain, la prochaine personne qui sera écrasée, eh ben c'est nous. Et que peut-être, si à ce moment où le voisin était en train de se débattre, on avait prêté suffisamment attention et qu'on n'était pas uniquement centré sur son petit nombril, eh ben peut-être que on aurait pu nous-mêmes éviter le fait d'être écrasé à un moment donné. Et c'est vrai qu'on vit dans une société, on l'a dit tout à l'heure, très individualiste, et on voit bien où cette société individualiste, elle nous mène. Et donc c'est aussi important d'avoir ce genre de réflexion pour nous permettre d'agir aussi au moment opportun. Comment on peut faire, selon vous, pour agir ainsi? Comment, par exemple, moi, Farzad, je peux faire pour ne pas m'occuper que de mes problèmes à moi et d'aussi, comme disait monsieur Fontaine, des autres. Comment est-ce que ça se passe? C'est un vrai mystère parce qu'on a un problème, on veut le résoudre pour nous-mêmes. C'est vrai. Peut-être partir du témoignage individuel. Oui. On parle toujours de ton expérience par rapport à ça. Allons. Par rapport aux difficultés que tu as rencontrées. Une fois que tu as trouvé les solutions, essayer d'identifier premièrement dans son entourage proche qui aurait connu les mêmes difficultés et d'apporter ta solution en disant effectivement, moi j'ai réussi à trouver une solution grâce à ça et ça. Tous les outils que j'ai mis en place. Donc peut-être partager cette expérience-là. La deuxième chose, c'est de voir peut-être plus loin que le cercle familial. Si on peut créer une association, c'est aussi un outil où les uns les autres s'investissent. Et puis on donne les outils. Comme tu l'as fait. Des outils de défense juridique. Les défense en disant de mettre en place un réseau. Oui. Un réseau citoyen, mais peut-être pas seulement défendre sur le cas individuel, mais bien dans le sens du bien commun et du collectif. Et de fédérer comme ça et de faire monter en compétences les uns les autres pour que chacun puisse devenir autonome, pour reprendre l'expression de... À titre personnel, j'ai mis en place des outils dont je suis maître. L'art oratoire, la communication. J'ai négocié en fait quelque part. Parce qu'on me mettait en face d'institutions auxquelles je ne connaissais rien. On me disait, monsieur, c'est à cause de la CAF. Il faut voir après au niveau national. Je disais, vous rigolez. Donc je suis allé vérifier les lois et j'ai vu que non, en fait, dans chaque mairie a sa politique. En plus de la politique et de la CAF. Je me suis informé, etc. Mais c'est vrai que on devient expert et puis après on aimerait transmettre ça. Je fais une vidéo YouTube, je l'envoie aux gens. Je suis impuissant face à tout le mécanisme du système qu'il y a. Donc peut-être créer une association où ça peut être intéressant, mais pas que pour soi.
Pas que pour soi. Parce que, par exemple, moi j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de droits sociaux. Parce qu'ils n'ont pas la capacité technologique ou physique de se déplacer pour faire les démarches. Et je l'ai vraiment compris le jour où je me suis retrouvé dedans. On arrive à nouveau à la même histoire. Ça peut partir d'une expérience personnelle. Je dirais, ça doit partir forcément d'une expérience personnelle. Ce qui est important, et peut-être le redire de manière différente, c'est de se dire comment de cette expérience personnelle, on en fait quelque chose qu'on inscrit dans le collectif. Comment faire C'est-à-dire partir d'une expérience personnelle pour faire une force collective. Oui, tout à fait. C'est ça qui est important. Comment ça serait possible ça? J'imagine que les problèmes liés aux crèches, et c'est un problème qui est généralisé à La Réunion. On va dire qu'en face de ce problème, c'est qu'il y a une absence de volonté politique de répondre à un besoin pour une famille qui travaille ou qui ne travaille pas d'ailleurs, mais qui a un besoin à un moment donné de faire garder son enfant. Et donc, en face de ce problème, il n'y a pas de réponse. Donc, vous n'êtes pas le seul à être dans cette situation. Vous êtes parti de votre expérience personnelle. Tout le monde m'a dit les factures c'est comme ça. J'ai pas remis en question. Je sentais que c'était louche, mais j'ai payé 200-400 euros en plus. Et puis sans compter ceux qui avaient les droits sociaux qui ne payaient pas. Et où là c'est carrément l'argent de la collectivité qui est parti, on va dire, à perte dans la mairie. C'est-à-dire pour un service qui n'a jamais été rendu. Et c'est un argent qui pourrait être réalloué sur d'autres projets. Mais à chaque fois, j'étais en face de personnes qui étaient résignées, qui disaient non, on peut rien face à toutes ces institutions. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait rien, on dit rien. Mais ce serait quoi le point de départ pour passer du sentiment d'impuissance à quelque chose où on se dit à l'action, comme vous disiez. Ça, c'est mon point de départ, par exemple. Dites-moi. C'est de se dire que quand je suis confronté à un individu qui me dit c'est pas possible. Voilà, on a trouvé la solution. Et le fait que ça soit pas possible, c'est déjà pas possible. C'est de la résignation, c'est de la mort de la politique en fait déjà. Et ça, c'est quelque chose à laquelle on ne peut pas se résoudre, de se dire qu'il n'y a pas de solution, que c'est comme ça, c'est la fatalité. Aujourd'hui, je pense que il faut réussir à changer cette mentalité là justement, parce que à La Réunion particulièrement, on a toujours attendu de l'autre dans ce système de fonctionnement de notre société, où on a toujours attendu de l'autre qu'il fasse à notre place. Et je pense que c'est une action qui s'inscrit dans le temps, parce que ce n'est pas du jour au lendemain, d'un claquement de doigts comme ça, qu'on changera à 400 ans, allez, j'arrondis, d'histoire de la Réunion. Mais peut-être que là, dans cette émission, on pourrait donner quelques clés, parce que déjà, on est en train de le faire. Oui. J'ai noté ce que vous avez dit depuis le début de notre rencontre, et vous avez identifié quelques clés, tous les deux là. Il y a déjà tout un tas d'idées reçues qu'il va falloir jeter à la poubelle, et puis envoyer la poubelle... à être traité, recyclé, surtout pas à l'incinérateur, surtout pas au recyclage. Mais vous avez identifié que on dit souvent c'est violent la politique, c'est corrompu la politique. Maintenant, il faut dire on arrête cette pensée-là. Il y a aussi des gens honnêtes, il y a aussi de la bienveillance, et nous sommes responsables. Vous avez identifié le fait que il n'est pas obligé d'être un professionnel de la politique ou d'avoir une expertise. Donc on peut gagner une expertise à travers une expérience personnelle et collective. Vous avez identifié le fait que, comme autre idée reçue à envoyer en l'air, au recyclage, c'est à cause d'eux, c'est à cause d'un tel, ça va falloir le recycler aussi, cette idée-là, parce que là, ne sert à rien. Et enfin, ce que vous avez mis en évidence, c'est le fait de dire c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est impossible. Donc déjà, on pourrait faire un cahier des idées reçues. À chaque fois, on le reprend à chaque début d'émission. On dit, écoutez, on va faire 100 parce que tout ça est en train d'être recyclé. Le monde est en train de changer. Tout ça, c'est obsolète et on est en train de faire une nouvelle citoyenneté. Qu'est-ce que vous en pensez ? Toutes les grandes avancées sociales et les grandes aventures humaines ont commencé comme ça. En disant, nous refusons que les choses soient figées. Nous refusons toute forme de fatalisme, en fait. Et à partir du moment où les gens ont refusé ça, ils se sont dit, allons inventer.
Allons essayer, allons faire. Et c'est comme ça qu'on a pu acquérir cette liberté, ces avancées sociales, cette démocratie, etc. Donc aujourd'hui, je pense, moi, que l'heure est venue de dire non, de dire stop à ce qui a été fait de négatif et de partir vers quelque chose de plus positif. Et de se mettre, peut-être pas en marche, parce qu'on va confondre avec un parti politique. Mais se mettre en action. De se mettre en action, voilà. De se mettre en action, d'échanger, de se dire, voilà, il y a un idéal de société. Plus fraternel, plus écologique, plus en sens avec du lien, avec de l'humain. Et cette société-là, elle est possible à partir du moment où chacun décide de s'y investir. Et moi, je pense que l'heure est venue. Ouais. Bah, c'est déjà en train de se passer, je dirais. Ici même sur ce plateau et dans vos vies. Ici même sur ce plateau, mais partout dans les le quartiers. Peut-être que c'est pas quelque chose de suffisamment perceptible, en tout cas quelque chose à laquelle on ne prête pas suffisamment d'attention. Mais c'est en train déjà de se passer. Moi, je trouve que c'est une excellente idée, votre petit manuel des idées reçues à jeter à la poubelle ou à recycler, comme le disait Johan. C'est-à-dire, au lieu de dire c'est pas possible, m'y gagne pas, on n'enlève le pas. On dit c'est possible, m'y gagne. Ouais. Et quoi nous gagne. Moi, je me rappelle mon grand-père, mon PPI disait pas capable et mort sans essayer. Ouais, et ça, peut-être dans ces dictons populaires comme ça, il y a toujours une vérité en fait. Et aujourd'hui, on vit dans un système juridique. Moi, j'aime bien le droit. C'est mon domaine de compétence. Et ce système juridique, il naît avec l'acceptation des uns et des autres. C'est une croyance, à un moment donné, de se dire que telle règle détermine un comportement que l'on doit avoir. Il y a des individus qui sont très forts pour ça, qui arrivent à nous faire croire que ce sont des choses intangibles. C'est pas vrai. Rien n'est intangible et il suffit juste de regarder dans la nature comment la nature évolue, comment la nature s'adapte aux situations. Eh bien, le fonctionnement d'une société, c'est exactement la même chose. La règle de droit, elle n'est pas intangible. Elle est simplement décidée à un moment donné avec l'ensemble de la collectivité, de savoir ce qui est acceptable et comment on doit fonctionner. Et que si à un moment donné, ce qui est acceptable pour une génération ne l'est plus pour une autre, ou le fonctionnement qui est acceptable pour une génération ne l'est plus pour une autre, eh bien, ce système, il doit évoluer, il doit changer, et la règle de droit, elle doit se transformer vers ce à quoi aspire la population et les êtres humains en général. Donc, il y a rien de figé, il y a toujours de l'espoir. Tout change, la nature change, les lois peuvent changer. C'est pas parce qu'il y a une loi qu'on doit dire c'est comme ça. Et c'est pas parce que quelqu'un dit il faut une loi comme ça que ça doit l'être forcément. Ça doit être peut-être discuté ensemble et être mis en place. Vous seriez prêt à, parce que c'est très beau ce que vous venez de dire, j'étais très attentif, c'était hypnotisé par ça. Vous seriez prêt à le mettre dans notre manuel ? Évidemment. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on va créer un manuel ensemble. Si vous voulez nous rejoindre, c'est un manuel de recyclage des idées reçues sur la démocratie. Rejoignez-nous, on va l'écrire ensemble, de dire quelles sont les idées reçues, comment on les recycle et comment on montre ceux qui l'ont recyclé, comment on parle d'eux, parce que à ce qui paraît, ils sont cachés un peu. Mais ils sont en train de se révéler de plus en plus. Donc, je vous propose ce challenge. Allez sur ma page Facebook, Farzad Felezi, et ou alors appelez-moi directement 06 93 48 40 56. Je m'engage avec vous et avec les gens qui viendront à créer ce manuel de recyclage des idées reçues. Johan. Un mot de la fin ? Éventuellement. Allez-y, parlez. C'est une belle idée déjà. On a trouvé déjà une solution concrète là directement. Là sur le plateau, c'est intéressant. Ensemble. C'est l'échange, c'est ça aussi. La démocratie aussi, c'est ça. Trouver des solutions concrètes pour proposer aux uns et aux autres. Sur l'engagement long terme, voilà, on parlait de changer. La nature change, les lois changent, mais les hommes aussi peuvent changer. C'est-à-dire qu'on peut avoir aussi accès à une nouvelle humanité. Peut-être le mot est un peu grand, mais sur un temps très très long, de se dire ce qu'on a pu tolérer à un moment donné serait peut-être intolérable. Donc on partirait vers une société peut-être plus apaisée, plus fraternelle. Donc cette capacité à changer, nous l'avons en nous.
Mais encore faut-il mettre en place des outils, être patient aussi. Je pense il y a beaucoup de patience et il y a ces éléments-là. Vous avez identifié ça depuis le début de nos conversations. Vous avez parlé de la confiance qu'on aurait aux responsables, aux élus, mais aussi de la manière dont ils peuvent nous rendre des comptes. C'est essentiel. Ouais, voilà, c'est-à-dire peut-être de l'écrire ensemble, cette histoire de comment est-ce qu'on fait pour qu'on puisse nous rendre des comptes. Alors, il y a des outils, c'est vrai que c'est assez intéressant. Il faut rendre des comptes de deux manières. C'est-à-dire qu'il faut à la fois rendre publique l'information, mais encore faut-il rendre l'information assez explicite pour que chacun puisse la comprendre. Voilà. Vous auriez un exemple, par exemple, sur Saint-Philippe? On va prendre le cas d'un budget. Un budget, on peut le mettre... sur quelque chose qui n'a pas été rendu public au public alors qu'il devrait l'être. Sur Saint-Philippe, par exemple. Le cas de l'hôtel Le Superbe, par exemple. Il y a eu l'hôtel Le Superbe. D'accord. Donc il y a eu une affaire qui a été... il y a un projet qui n'a pas abouti. Oui. Et aujourd'hui, on n'a pas de transparence là-dessus. Et la moindre des choses, effectivement, c'est d'avoir des informations pour que chaque citoyen puisse se projeter. Moi, quand je rencontre les familles, on me pose souvent la question, mais qu'en est-il de ce projet qui n'avance plus, qui est resté figé, comme une cicatrice qu'il faudra prendre soin. On parlait de soins tout à l'heure. Et voilà, ce sont des informations qui sont aujourd'hui cachées. Il faut savoir où est-ce qu'en est la blessure. Où est-ce qu'en est la blessure? Est-ce que c'est grave? Est-ce que finalement c'est pas grave? Est-ce que c'est quand vous y êtes allé, du coup, qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour l'instant, il n'y a pas d'information. Lorsqu'on nous dit dans le conseil municipal dans lequel je suis, en tout cas, en tant qu'élu de l'opposition, on n'a pas d'information. On pose des questions, mais on n'a pas forcément l'information. Voilà. Donc, il y a une espèce d'opacité qui est dommageable pour tout le monde d'ailleurs. Là, c'est clair et net. Donc, rendre l'information accessible, mais en plus, visible, et ensuite accessible, pour que chacun puisse voir quelles sont les conséquences de cette information-là. En général, l'administration a un langage bien particulier. On ne sait pas quels sont les éléments concrets. On parlait du parc tout à l'heure. Peut-être que dans le parc, la charte peut être très bien écrite, mais on ne sait pas quelles sont les conséquences. Donc, il faut accentuer là-dessus, donner l'information en disant... voir et le rendre accessible pour en discuter. Voilà, exactement. Vous avez parlé aussi d'autres clés, comme par exemple la responsabilisation, se sentir responsable. Ces clés-là deviennent très très importantes. Par exemple, vous avez parlé de discuter, parler et échanger autour des sujets essentiels. Vous avez parlé de ça. Mais on ne sait pas réellement comment, ni sur quoi, avec qui. On est des citoyens, on n'est rien. Les politiques sont tout. On arrive devant la mairie, aujourd'hui maintenant il y a des vigiles, c'est limite s'il n'y aura pas des hommes armés devant. Alors moi je vous invite à devant noter, la CAF maintenant il y a des gens, on dirait que c'est des videurs de boîtes de nuit. je vous invite à noter dans le manuel des idées reçues de la démocratie que nous ne sommes pas rien. Nous sommes des individus et je dirais que le rôle de ceux à qui on a confier le pouvoir, c'est de nous faire croire que justement nous n'avons pas le pouvoir. Et le pouvoir, nous avons exactement ici entre nos mains. Il suffit simplement de s'en rendre compte et de se dire qu'à un moment donné, on passe dans une forme d'action. Bien sûr qu'il faut échanger, c'est le préalable. C'est le premier préalable indispensable, c'est l'échange, la discussion, c'est la communication, c'est écouter, c'est entendre l'autre, c'est pouvoir s'exprimer aussi de manière respectueuse par rapport à un individu qui n'a pas forcément les mêmes idées que nous ou la même façon d'apporter une solution à un problème donné. Mais aussi, ensuite, je dirais que il y a aussi un esprit de responsabilité. À un moment donné, un individu, il a une éthique, il a des valeurs, et même si ce n'est pas écrit aujourd'hui dans les règles, dans des lois, je pense qu'un élu qui se retrouve confronté à une situation donnée où on voit bien aujourd'hui qu'il est rejeté ou qui doit en tout état de cause rendre des comptes, il peut aussi assumer le fait qu'à un moment donné, que ces idées ne soient plus partagées et en tirer les conséquences et de se dire que, puisque ces idées ne sont plus partagées, c'est aussi de démissionner. Je crois qu'il y a une certaine pratique aussi à mettre en place. De la se sincérité, l'honnêteté, la transparence. Bien sûr. Et se rendre à l'évidence que lorsqu'on n'est pas compétent, on peut passer la main. Tout à fait. Que lorsqu'on est fatigué, il est peut-être temps pour nous de partir. Complètement. Que lorsque il s'est passé quelque chose et que ça entache la liberté de tous et l'image de tous, il est peut-être temps de passer à autre chose.
Chers amis, téléspectateurs, chers concitoyens, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous venons de faire société autour de ce plateau et nous venons de faire démocratie. Peut-être ça vous donnera envie d'agir ensemble dans vos quartiers et nous sommes avec vous, avec enthousiasme. À très bientôt.